Le fonctionnement, ou plutôt le dysfonctionnement de l'Union européenne. Comment fonctionne ce machin très abscon, très byzantin, que les gens n'arrivent pas forcément à appréhender? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union européenne est bâtie sur ce qu'on appelle des traités. Les traités servent en quelque sorte de constitution à l'Union européenne. Elles en fixent les grandes règles, les grands axes. À la différence d'une constitution d'un État classique, les traités de l'Union européenne sont extrêmement vastes, ce qui fait qu'ils prévoient notamment des règles économiques, des règles macroéconomiques, des règles juridiques extrêmement précises, ce qui en fait un cadre très lourd et très important. Ces traités de l'Union européenne sont encadrés et leur respect est assuré par la Cour de justice de l'Union européenne. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est quoi? Ce sont des juges qui vont sanctionner les manquements aux traités européens. La Cour de justice de l'Union européenne va être saisie par la Commission européenne. Tout le monde connaît, qui est un organe qui a plusieurs rôles, et notamment celui d'être la gardienne des traités. C'est également la Commission européenne qui a l'initiative en matière législative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre organe au sein de l'Union européenne, y compris au Parlement européen, qui puisse proposer des textes qui vont recevoir ensuite une valeur juridique. C'est comme si en France, si vous voulez, il n'y avait que le gouvernement qui pouvait proposer des lois. Il y a également au sein de l'Union européenne le Conseil européen, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne. Quelle est la différence entre les deux? Le Conseil européen est le Conseil des chefs d'État. C'est celui qui va donner les grandes orientations de la politique européenne. Chose importante, il ne statue qu'à l'unanimité. C'est le Conseil européen, notamment, qui prévoit les grandes orientations de politique économique, appelées aussi GOPE. Le Conseil de l'Union, lui, regroupe les ministres. Il va y avoir un Conseil de l'Union par domaine et par ministère. Pour vous expliquer un petit peu le processus législatif, vous avez donc la Commission européenne qui propose un texte, qui est soumis ensuite au vote du Conseil de l'Union. Le Conseil de l'Union valide ou ne valide pas, amende, puis le texte passe au Parlement européen. Le Parlement européen valide, ne valide pas, le texte repasse au niveau du Conseil de l'Union européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement aux chambres nationales, avec l'Assemblée nationale et le Sénat en France, il n'y a pas l'une des deux institutions qui a le pouvoir de contraindre l'autre. C'est-à-dire que le Parlement européen ne peut pas imposer les textes au Conseil de l'Union européenne. Autrement dit, lorsque pendant les élections européennes, vous avez des candidats qui vous disent qu'ils pourront changer les règles de l'Union européenne par le Parlement européen, c'est faux. Cela passera nécessairement par l'accord des gouvernements, puisqu'ils votent au sein du Conseil de l'Union européenne. Alors, les citoyens ont également une possibilité de déposer une pétition. Pétition qui porterait sur un sujet qu'ils voudraient voir discuter, voire adopter un règlement européen sur la base de cette pétition. Le problème, c'est que cette pétition n'est pas contraignante, il ne s'agit pas d'une forme de RIC, mais plutôt d'une proposition qui est faite à la Commission, celle-ci étant totalement libre de la refuser. La Commission, pour revenir à elle, maîtrise l'agenda des textes qui sont votés par les instances de l'Union européenne. En effet, c'est la Commission qui écrit les textes, souvent appuyée par des lobbyistes, et qui va proposer ces textes aux États, sachant que c'est elle qui décide lors de chaque séance du Conseil de l'Union européenne quels sont les textes mis au vote, ce qui lui permet de jouer sur les intérêts divergents de chacun des États. Exemple typique, vous avez un texte relatif à l'industrie qui va être voté, en même temps qu'un texte relatif à l'agriculture. Vous savez que les Français vont être intéressés par le texte sur l'agriculture, que les Allemands vont être intéressés par le texte sur l'industrie, et en combinant le calendrier de manière à faire coller et concorder le vote de ces deux textes, vous pouvez arriver à emporter la décision des États dans le sens que vous voulez. Alors, ce fonctionnement de l'Union européenne est en plus complexifié par des modes de décision différents selon les sujets. Vous avez notamment des décisions à l'unanimité, ce qui veut dire que chaque État, peu importe sa taille, a un veto. Il concerne la fiscalité, il concerne la politique sociale, il concerne notamment la politique étrangère et de sécurité commune, ce qui veut dire que dans ces cas-là, lorsqu'on vous dit qu'on arrivera à imposer une Europe qui empêche l'évasion fiscale ou une Europe sociale, on vous ment. Ce n'est pas possible, car vous aurez toujours des États qui sont intéressés, qui pourront voter contre les textes
que vous proposez. Enfin, il y a également une majorité qualifiée. Je vous passe le détail du système qui est extrêmement complexe, mais il repose tant sur la population représentée par les États qui votent que par le nombre d'États en question. Vous me direz, nous pouvons tout à fait changer les règles de fonctionnement de l'Union européenne qui ne conviennent pas. Eh bien non, parce qu'au titre des décisions à l'unanimité qui sont prises par le Conseil européen figure le changement des traités. C'est logique, c'est une pure logique contractuelle. Lorsque vous signez un contrat avec quelqu'un, vous ne pouvez pas unilatéralement changer ce contrat. Eh bien, dans les textes internationaux, cela fonctionne pareil, et l'Union européenne n'échappe pas à la règle. C'est d'ailleurs prévu par les traités. Il faudrait donc que vous ayez l'unanimité des États pour, par exemple, revenir sur la question de l'unanimité lors des votes de la politique fiscale, de la politique sociale. Et évidemment, les États qui en bénéficient vont le refuser. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une forme de statu quo. L'Union européenne ne peut pas plus avancer, elle ne peut pas reculer. Et elle est aujourd'hui totalement dysfonctionnelle. Voilà, j'estime que ce thème permet de poser la question, au moins, de la pertinence de l'existence de l'Union européenne et mériterait que l'on pose la question aux Français par un référendum. Donc je vous invite à signer la pétition dont le lien sera en description, référendum-ue.org.